Le docteur Harold Shipman était, pour ses patients, le médecin généraliste parfait. Gentil, attentionné, digne de confiance et toujours prêt à rendre visite à ses nombreux patients dans le confort de leur domicile. Il était tenu en si haute estime que ceux qui parvenaient à figurer sur sa liste de patients comparaient cela à gagner à la loterie. Mais la vérité, c'est que ce médecin à l'apparence bienveillante les éliminait sans relâche, décidant du moment où il devait mourir. Et au sommet de son règne meurtrier, il tuait au moins un patient chaque semaine en leur injectant une dose mortelle de morphine. Sur une période de 20 ans, on estime qu'il a ôté la vie à au moins 250 de ses patients. Pas par erreur ou par euthanasie, mais par un acte de meurtre froid et calculé. Nous nous penchons ici sur la vie du docteur Harold Shipman, l'un des tueurs en série les plus prolifiques que le Royaume-Uni ait jamais connu. Harold Frederick Shipman est né le 14 janvier 1946 à Nottingham en Angleterre et était l'enfant du milieu de Vera, une méthodiste dévouée, et de Harold Shipman. Il avait une sœur aînée, Pauline, et un frère cadet, Clive. Le père de Shipman était chauffeur de poids lourd et malgré le mode de vie assez modeste de la famille, sa mère croyait que sa famille, et en particulier ses enfants, était bien supérieure aux autres du quartier. Une conviction qu'elle a inculquée à chacun d'eux. Mais c'était Harold, son enfant préféré, qui était mis à part parmi ses frères et sœurs et qui, dès son plus jeune âge, a été dominé par sa mère. Elle contrôlait chaque aspect de sa vie, allant même jusqu'à dicter ce qu'il portait et les amis qu'il avait. Ce sentiment de supériorité faisait que Shipman était souvent isolé de ses camarades et avait peu d'amis. Et les attentes que sa mère avait placées en lui exerçaient une pression excessive sur le jeune Harold. Malgré cela, pendant ses premières années à l'école, il excellait. Bien qu'il ait trouvé cela difficile lorsqu'il est arrivé dans l'enseignement supérieur, n'obtenant que des notes médiocres, il a en revanche conservé son arrogance et son air de supériorité. Et bien qu'il fût un bon footballeur et un bon athlète, il avait toujours du mal à se faire de véritables amis. La vie du jeune Harold était sur le point de changer. Sa mère bien-aimée, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon en phase terminale. Et Harold a consacré tout son temps libre à s'occuper d'elle, passant des heures à lui tenir la main et à lui parler, alors qu'elle était alitée et souffrante. C'est à cette période qu'il s'est passionné pour la morphine, après avoir vu le soulagement que sa mère ressentait lorsqu'on lui injectait ce médicament. Toute sa douleur était soulagée, et la dose ravivait son énergie, lui redonnant brièvement la mère qu'il adorait. Cela a eu un impact profond sur Harold, et on pense que cela a influencé ses actions meurtrières plus tard dans sa vie. Le 21 juin 1963, alors que Shipman n'avait que 17 ans, sa mère est décédée. Extérieurement, il ne semblait pas faire son deuil et continuait sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais on pense que son décès l'a poussé à entrer en faculté de médecine pour devenir médecin. Et à l'âge de 19 ans, il a obtenu une bourse pour la faculté de médecine de Leeds. Pendant son séjour à Leeds, il a rencontré sa future épouse, Primrose May Oxtoby. À l'âge de 17 ans, Primrose est tombée enceinte et un peu plus de 5 mois plus tard, le 5 novembre 1966, elle et Harold se sont mariés. Shipman a obtenu son diplôme de médecine en 1970 et a fait son internat à l'hôpital général de Pontefract pendant 4 ans. Jusqu'en 1974, il a occupé un poste de médecin généraliste au centre médical Abraham Ormrod à Todmorden, dans le Yorkshire de l'Ouest. À cette époque, Primrose avait donné naissance à leur deuxième enfant. Pour la première fois, le travail acharné et l'enthousiasme de Shipman lui ont permis de bien s'intégrer, et il était respecté et apprécié par ses pairs. Ses pratiques médicales modernes étaient vues comme une bénédiction. Un an plus tard, Shipman a commencé à perdre connaissance. Il a menti à ses collègues, disant qu'il était épileptique, mais en réalité, il était devenu dépendant à la pétidine,
une forme synthétique de morphine, et il prescrivait régulièrement ce médicament sous différents faux noms pour sa propre consommation. La vérité a finalement éclaté lorsque la secrétaire du cabinet a remarqué des incohérences dans le registre des médicaments et a alerté les médecins seniors. Un réseau de mensonges a été découvert, et lorsque les associés ont confronté Shipman, il est entré dans une rage incontrôlable. Un comportement totalement inhabituel pour ce médecin habituellement si posé. On a découvert plus tard qu'il avait obtenu frauduleusement assez de morphine pour tuer 360 personnes. C'est pendant qu'il travaillait à Todd Morden que Shipman a tué sa première victime connue. Elle s'appelait Eva Lyons. Elle est morte le 17 mars 1975, à la veille de son 71e anniversaire. Environ 30 minutes plus tard, Shipman a administré une injection létale de diamorphine en présence de son mari dévoué, Dick, qui à ce moment-là ignorait totalement qu'il venait d'assister au meurtre de sa femme. Comme sa mère, Eve souffrait d'un cancer en phase terminale, et Shipman a peut-être vu cela comme une euthanasie. Quelles que soient ses raisons, c'était le début d'un règne meurtrier qui ne serait arrêté que 23 ans plus tard. Shipman a été renvoyé du cabinet et condamné à une amende de 600 livres, mais le GMC n'a pris aucune autre mesure contre lui. Il a reçu une lettre sévère, mais a pu continuer à exercer comme médecin généraliste. C'était une erreur cruciale, car si des mesures avaient été prises, tout futur employeur aurait été informé de ces méfaits et de nombreuses vies auraient pu être sauvées. Après son renvoi, Shipman a brièvement fréquenté une clinique de désintoxication à York, mais il a aussi occupé pendant une courte période un poste de médecin, ainsi que quelques emplois temporaires pour le National Coal Board. En 1977, Shipman a obtenu un poste de médecin généraliste au centre médical Donnybrook à Hyde, près de Manchester. À cette époque, il avait déjà 4 enfants. Il a de nouveau été bien accueilli par ses collègues, et bien que les associés principaux connaissaient sa mauvaise conduite passée, ils lui ont accordé leur confiance. Lorsqu'il a affirmé avoir réglé ses problèmes et être désormais sobre, et malgré son aveu d'abus de drogue, il a tout de même obtenu un accès non supervisé aux substances réglementées. Avec le temps, des failles sont apparues dans la personnalité de Shipman. Et malgré le fait que ses patients avaient une confiance totale en ce qu'il considérait comme un médecin généraliste gentil et travailleur, il était devenu connu pour être grossier et sarcastique avec ses subalternes, et ne montrait son charme qu'avec ceux qu'il voulait impressionner. Tout au long des années 1980, Shipman a continué à travailler comme médecin généraliste et est devenu particulièrement apprécié de ses patients âgés en raison de sa volonté de faire des visites à domicile. Ils étaient loin de se douter qu'au moment où il a quitté le centre médical Donnybrook en 1992, après s'être brouillé avec ses associés, il avait déjà tué au moins 74 patients âgés, voire plus. En 1993, il s'est installé à son compte au 21 Market Street à Hyde, dans le Grand Manchester, dans un nouveau cabinet où il a employé sa femme Primrose comme réceptionniste à temps partiel. Il a attiré de nombreux patients qu'il avait suivis depuis le centre médical Donnybrook. Ceci était lié à son expertise, sa bienveillance envers les personnes âgées et à la confiance et l'affection qu'elle lui témoignait comme médecin. Pour ses patients, l'installation de Shipman à son compte fut fatale. Il était désormais à l'abri des regards de ses collègues et libre d'agir comme il le voulait. Ce n'est qu'au début de 1998 que les pompes funèbres locales ont commencé à s'inquiéter du nombre de personnes décédant sous les soins de Shipman. Ils ont également remarqué que la plupart des défunts étaient des femmes âgées, retrouvées chez elles, soit assises dans un fauteuil, soit allongées sur leur lit, entièrement vêtues et apparemment à l'aise. Des positions inhabituelles pour la plupart des gens au moment de mourir. À peu près à la même époque, les médecins du cabinet voisin Brooke commençaient eux aussi à s'inquiéter du nombre de formulaires de crémation que Shipman leur demandait de signer. Comme l'exige la loi britannique, un médecin d'un autre cabinet, sans lien avec le premier, devait contresigner les formulaires de crémation délivrés par le médecin du défunt. À la lumière de ces préoccupations, ils ont mené leur propre enquête et ont découvert qu'en 1997, seulement 41 des patients âgés de Shipman étaient décédés à domicile, et que tous avaient été incinérés. Cela équivalait à un taux de mortalité 10 fois plus élevé chez ces patients par rapport aux leurs. En fait, ils sont devenus tellement méfiants qu'ils ont signalé l'affaire au coroner local qui a informé la police. Mais, de façon incroyable, l'enquête de la police n'a même pas vérifié les informations les plus élémentaires. Ils n'ont pas interrogé Shipman, ni les proches du défunt, et n'ont pas contacté le GMC, qui aurait révélé les précédents manquements de Shipman. Ils se sont donc appuyés sur les dossiers médicaux des 19 patients récemment décédés, que Shipman avait falsifiés pour faire passer ces décès pour naturels.
Cette erreur cruciale a coûté la vie à 3 autres patients. Le 24 juin 1998, l'ancienne mairesse de Hyde, Kathleen Grundy, a été retrouvée morte à son domicile. Sa famille a été alertée lorsqu'elle ne s'est pas présentée à un club de l'association Age Concern qu'elle fréquentait régulièrement. Bien que Kathleen Grundy ait eu 81 ans, sa mort a été un choc pour tous ceux qui la connaissaient, car elle était en forme, en bonne santé et menait une vie active dans la communauté. En fait, elle avait tant d'énergie que beaucoup pensaient qu'elle vivrait encore longtemps. On savait que Shipman lui avait rendu visite quelques heures plus tôt et qu'il avait été la dernière personne à la voir vivante. Il a affirmé qu'il avait rendu visite à la retraitée pour lui prélever du sang dans le cadre d'une étude qu'il menait sur le vieillissement. C'était un mensonge complet, et lorsque Shipman a dit à la fille de Catherine, Angela Woodruff, qu'une autopsie n'était pas nécessaire, elle est devenue un peu méfiante. Contrairement à beaucoup de victimes de Shipman, Kathleen a été enterrée et non incinérée, et c'est peu de temps après les funérailles que la famille a commencé à s'inquiéter. Lorsque l'on a découvert que l'ensemble de son patrimoine, s'élevant à 380 000 livres, avait été légué au Dr Shipman. Angela, qui était avocate, a demandé à examiner le testament, et elle a immédiatement remarqué des incohérences flagrantes dans la formulation. Elle pensait que la signature de sa mère avait été falsifiée. En fait, tout le document semblait être l'œuvre d'un amateur, et elle est tout de suite devenue méfiante et a appelé la police. Shipman a été arrêté le 7 septembre 1998 et a été détenu au poste de police d'Ashton-under-Lyne, où il a été interrogé au sujet du décès de Madame Grundy. Tout au long de l'interrogatoire, Shipman s'est montré méprisant et grossier, allant même jusqu'à suggérer que Madame Grundy, âgée de 81 ans, était une consommatrice de drogue. Mais l'ampleur totale des crimes de Shipman commençait à se révéler. Et il n'a pas fallu longtemps avant que la police du Grand Manchester ne soit impliquée dans la plus grande enquête pour meurtre de masse de l'histoire du Royaume-Uni. Au cours de l'enquête, 11 autres corps ont été exhumés, et il est rapidement apparu qu'il y avait un schéma récurrent chez toutes ces victimes. La plupart d'entre elles vivaient seules, et avaient généralement rendu visite à Shipman dans son cabinet peu de temps avant leur décès. Elles recevaient ensuite une visite inattendue de sa part à leur domicile, généralement dans l'après-midi. Malgré la visite surprise, elle lui faisait assez confiance pour l'inviter à prendre le thé. Après avoir administré une injection mortelle de morphine, généralement sous prétexte de faire une prise de sang, il les installait ensuite confortablement, soit assises dans un fauteuil, soit allongées sur leur lit. Elles étaient toujours entièrement vêtues, et rien n'indique que Shipman ait jamais abusé sexuellement d'aucune de ses victimes. Peu de temps après les avoir tuées, il modifiait leurs dossiers médicaux afin que son récit corresponde avec les dossiers existants. Un autre trait récurrent de ces meurtres était qu'il retournait souvent au domicile de sa victime, sachant qu'il les découvrirait mortes et alerterait les autorités. Et à de nombreuses reprises, il envoyait à leurs proches des cartes de condoléances pré-imprimées et non signées. Il aimait aussi retourner dans les mêmes rues à la recherche de nouvelles victimes, parfois même dans la même maison. On pense que Shipman a tué 2 fois au numéro 2 Leafold Hyde. D'abord Alice Gorton, 76 ans, qui est décédée là le 10 août 1979, et puis 9 ans plus tard, le 15 février 1988, Jane Jones, qui avait 83 ans, a été retrouvée morte dans la même maison. Souvent, ces meurtres n'étaient pas des actes de miséricorde, contrairement à ce que beaucoup croyaient, car la plupart de ces victimes n'étaient même pas malades. Finalement, la police a inculpé Shipman de 15 chefs d'accusation de meurtre, ainsi que d'1 chef d'accusation de faux. Le procès de Shipman a commencé le 5 octobre 1999 à la Crown Court de Preston. L'accusation a déclaré que Shipman avait tué parce qu'il appréciait exercer un contrôle sur la vie et la mort, et a rejeté toute affirmation selon laquelle il aurait agi par compassion. Angela Woodruff était un témoin clé, et son récit des événements précédents et suivant la mort de sa mère a été crucial. Et sa déclaration a été corroborée par une analyse d'empreintes digitales qui a confirmé que le testament falsifié de sa mère était une grossière contrefaçon, tapée à la machine à écrire, retrouvée au domicile de Shipman, et que sa mère n'avait jamais manipulé le document. L'analyse informatique a confirmé que les dossiers médicaux des patients avaient été modifiés dans les heures suivant leur décès. Au fil du procès, il est aussi apparu que Shipman manquait de compassion envers les proches des défunts. Il était toujours réticent à tenter de réanimer ses patients, et souvent, il faisait semblant d'appeler les services d'urgence en présence des proches, sachant que leurs êtres chers étaient déjà morts, alors que les registres montraient qu'aucun appel réel n'avait jamais été passé. Il y avait aussi les preuves accablantes de accumulation de médicaments.
Shipman prescrivait systématiquement de la morphine de façon frauduleuse à ses patients, et en prescrivait en excès à d'autres, récupérant lui-même les médicaments pour les utiliser comme poison. Tout au long de la procédure, Shipman est resté arrogant et hautain. Il changeait constamment de version et était loin d'être le médecin attentionné que ses patients dévoués décrivaient. Après avoir entendu toutes les preuves, le jury était suffisamment convaincu de la culpabilité de Shipman et l'a déclaré coupable à l'unanimité de tous les chefs d'accusation. 15 meurtres et 1 de faux. Le juge a prononcé 15 peines de réclusion à perpétuité, ainsi qu'une peine de 4 ans pour faux. Le tout assorti d'une peine de perpétuité incompressible, supprimant toute possibilité que Shipman soit libéré. Ni Shipman, ni sa femme Primrose n'ont montré la moindre émotion lorsque le verdict et la sentence ont été prononcés. Shipman est devenu le seul médecin britannique dans l'histoire juridique du pays à avoir été condamné pour le meurtre de ses patients, bien qu'il n'ait été reconnu coupable que de 15 meurtres. Cela s'expliquait par le fait qu'en raison de la médiatisation de son premier procès, tout procès ultérieur n'aurait pas été équitable et que sa peine de perpétuité incompressible n'aurait rien changé à sa sanction. Ses décès supplémentaires seraient traités séparément. À la suite du procès, diverses enquêtes et audits ont été menés sur les patients de Shipman, et le verdict général a été qu'il était probable qu'il ait tué au moins 236 de ses patients. La majorité d'entre eux ont été tués entre 1975 et 1998. Cependant, il est probable qu'il ait commencé à assassiner ses patients dès 1971, peu de temps après avoir obtenu son autorisation d'exercer la médecine. Mais en raison de preuves et de dossiers insuffisants, cela n'a jamais été officiellement prouvé. La plupart de ses victimes étaient des femmes âgées, vivant seules, mais il a également tué des hommes, et sa plus jeune victime confirmée était en fait un homme de 41 ans. Il était également soupçonné d'avoir tué Susie Garford, âgée de 4 ans en 1972, qui, bien que gravement malade, est décédée de façon inattendue alors qu'elle était sous les soins de Shipman à l'hôpital général de Pontefract. Il a été conclu que toutes ces victimes sont mortes paisiblement, dans le confort de leur propre domicile, à l'exception d'une seule, qu'il a tuée dans son cabinet médical. Après la mort, il refusait l'autopsie et incitait les familles à faire incinérer leurs proches, même si cela n'a pas toujours eu lieu. Même si l'argent ne semblait pas être un motif, des bijoux valant plus de 10 000 livres ont été découverts dans le garage familial, que Primrose était très réticente à restituer. Contrairement à d'autres tueurs en série, Shipman ne semblait pas avoir de motif pour ces meurtres de masse. Bien qu'il ait été suggéré qu'il n'aimait pas les femmes âgées et pensait que les personnes âgées en général étaient un fardeau pour le service de santé, d'autres pensent qu'il recréait la mort de sa mère bien-aimée. Quelle qu'en soit la raison, Shipman ne la révélerait jamais. Et lui, ainsi que sa famille, en particulier sa femme dévouée Primrose, ont toujours cru qu'il n'était pas coupable, malgré les preuves accablantes démontrant le contraire. Tout au long de son incarcération, Shipman a protesté de son innocence et n'a jamais présenté d'excuses, ni montré le moindre signe de remords pour ses actes. Sa femme lui rendait visite aussi souvent qu'elle y était autorisée, et ils échangeaient de nombreuses lettres d'amour. Des témoins ayant assisté à leur visite ont déclaré que le couple discutait et se tenait la main comme deux adolescents amoureux. Telle était la dévotion de Primrose envers son mari que beaucoup se sont demandé si elle était au courant de ces meurtres. Il s'avère qu'il n'existe absolument aucune preuve suggérant qu'elle savait quoi que ce soit. En fait, elle était tellement aveuglée par son amour pour lui qu'on pense qu'elle s'était enfermée dans un déni psychologique et qu'elle était incapable d'accepter sa culpabilité. En juin 2003, Shipman a été transféré de la prison de Durham à la prison de Wakefield, l'une des prisons les plus tristement célèbres d'Angleterre, surnommée Monster Mansion, et qui abrite certains des criminels les plus abjects de Grande-Bretagne. Harold Shipman pensait qu'il était bien trop bon pour cet endroit. Le 13 janvier 2004, à la veille de son 58e anniversaire, Shipman s'est pendu dans sa cellule en utilisant ses draps. Les tabloïds britanniques étaient ravis de la mort de celui qu'ils avaient surnommé Docteur la Mort. Mais pour les familles de ses victimes, cela semblait être une échappatoire facile pour lui. Un acte de lâcheté qui les a privés d'une explication sur les raisons pour lesquelles il avait tué leurs proches. Dans un ultime rebondissement, on a révélé que Shipman avait choisi le moment de son suicide pour que sa femme touche la pension maximale de 100 000 livres sterling. S'il avait attendu après son 60e anniversaire, ce montant aurait été considérablement réduit. Il semble donc que jusqu'à la fin, Shipman ait gardé le contrôle et, comme il l'avait fait avec plus de 250 autres personnes, il a choisi le moment de mourir. Bien que ce documentaire n'ait pas été le plus macabre, il était à bien des égards le plus glaçant.
Il a révélé un tueur silencieux, un tueur improbable, un homme en qui ceux qui le connaissaient avaient confiance et qu'ils aimaient, et qu'ils accueillaient volontiers chez eux, sans se douter qu'il avait l'intention de les tuer, allant jusqu'à tendre volontairement leurs bras à leur assassin pour recevoir l'injection fatale. Après tout, à qui pouvez-vous faire confiance si vous ne pouvez même pas faire confiance à votre médecin ?